Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, lendemain de match nul, et on va revenir dans cette émission groupée intense sur les deux derniers matchs de l'OGC Nice, ce 2-2 contre Twente en Ligue Europa et ce 2-2 contre le LOSC. Hier après-midi à la Lens Riviera, 2 buts partout, des matchs au scénario assez épique. On a vécu des émotions, on va pas se le cacher, on n'a pas gagné. On n'a pas perdu non plus et on a vécu quand même des scénarios assez spéciaux. Pas mal de choses à dire, autant collectivement qu'individuellement. Et puis voilà, des sujets qui vont se croiser entre les deux derniers matchs du gym. Et puis pour débriefer de cette semaine de l'OGC Nice, il y a une vibe un peu Avantinissa. On va pas se le cacher dans le Club Panthé aujourd'hui. J'ai Romain qui est là avec nous ce matin. Salut Romain, comment tu vas? On ne t'entend pas. Ah, je rigole. C'est pour ça. Oh, le troll. C'était pour se faire stresser un peu. T'as vu, je le fais bien le début. Ouais, franchement pas mal, tu m'as surpris. On y a Bah cru. écoute, ça va bien. Et ça fait plaisir de voir un vrai retour par contre. Tu vois, c'est le retour de Jean-Phi, tu vois, c'est bizarre. Donc il a pris un coup de vieux, non? Hein. Ah oui, Depuis. grave. Ah, Non, non, grave, grave, grave. Les cheveux ouais, blancs, la calvasse, la totale. Non, vraiment, c'est non, en plus catastrophique. les cheveux blancs. Après ça, après j'ai des adresses, hein, si tu veux, pour le problème de cheveux. Pour la Turquie, merci. Non, c'est Également, plaisir. un retour, franchement, là on est pire que sur un retour, hein. C'est vraiment un début de saison quasiment, Sky, on peut le dire. Deuxième numéro dans le Club Panthio après Marseille. Pas de défaite cette fois-ci. Je te salue, comment vas-tu? Ah, ça va, mieux que les invitations après les matchs tout pourris, là. C'est bien. On a eu des émotions, comme tu as dit. Puis voilà, je fais mon retour fracassant comme les retours du gym au score cette semaine. Ouais, effectivement, bien vu les retours également défensifs d'Ali Abdi sur lequel nous allons revenir. Messieurs, Oui. 2 buts partout, c'est un peu voilà le score cette semaine. Déjà, Romain, voilà 2-2 contre Twente, 2-2 contre Lille. En amont de cette semaine, est-ce que déjà tu es satisfait de ce que tu as vu au global avant qu'on rentre un peu dans le détail? Je suppose un peu de regret, un peu de frustration après jeudi, quand on voit un peu le scénario. Enfin, comment tu te situes après ces deux résultats du gym? En termes de comptable, frustrant, parce que en comptant les deux matchs, j'aurais aimé avoir 4 points au moins. Et en termes de niveau de jeu, donc toujours pareil, hein, si on compte les deux matchs, bah 50-50, quoi. Parce que Twente, ça a été très compliqué. Et la dernière demi-heure, pour moi, elle ne peut pas gommer l'heure qu'on a vue avant. Et hier, moi, j'étais plutôt satisfait. Pareil, les premières 20-25 minutes, je les ai trouvées un peu apathiques. Mais donc voilà, donc ça fait 60 minutes de bien hier, 30 minutes de bien jeudi, ça fait 90 minutes, donc 50-50. Ouais, Voilà. effectivement, ouais, c'est factuel. Sky, justement, Francaise en parle souvent en conférence de presse, le manque on va dire, de régularité, autant dans les performances que dans le pressing. Je pense qu'on a eu un condensé cette semaine de ce que Nice peut faire de mieux, finalement, dans cette dernière demi-heure contre Twente. Également cette deuxième période contre le LOSC. Et puis voilà, un gym un peu plus en délicatesse, première mi-temps contre Lyon, on va dire première demi-heure comme le disait Romain, et puis cette première mi-temps contre Twente. Il y a encore du travail finalement, semaine après semaine. Comment est-ce que tu te situes, ouais, toi, après ces deux matchs? Ouais, je pense qu'il y a encore du travail, mais on est au mois de novembre. C'est assez normal. Je crois que lors de la dernière émission qu'on a faite ensemble, je disais que les progrès, on allait les voir petit à petit, que dans le contenu, c'était quand même mieux que ce qu'on voyait ces dernières saisons et que les résultats en découleraient assez logiquement. Bon, alors pour une fois, je n'étais pas trop à côté de la plaque. On a affronté les 4 équipes de Ligue des Champions. On s'en est très bien sorti finalement. Donc je pense que cette équipe, elle est en progrès. Elle essaye de trouver une certaine stabilité malgré les très nombreuses blessures aussi. Francaise est arrivé cet été. Il s'approprie un peu l'effectif. Enfin, pour moi, on est sur une dynamique qui est ascendante. Alors on peut regretter les résultats en Coupe d'Europe qui risquent de nous coûter la qualification si on n'a pas une deuxième phase là très très performante très vite. Et c'est un peu ce qui serait dommage ou inquiétant.
Après, en championnat, je pense qu'on a notre place. Je pense qu'au niveau contenu, ça s'améliore. D'un point de vue peut-être plus supporter, on se fait quand même beaucoup moins chier au stade. Enfin, il y a du spectacle. Donc j'ai du mal à voir le négatif là-dedans. Après, il y a des axes d'amélioration, heureusement. Mais en novembre, je préfère me dire qu'on ne voit pas le meilleur de la saison en novembre, comme on a pu le voir avec Galtier ou Farioli, par exemple. Et que le meilleur reste à venir. C'est peut-être un peu plus encourageant pour ceux qui vont être devant leur télé ou au stade encore jusqu'au mois de mai, de se dire il y a des perspectives que ce soit encore mieux après. Et bien après cette 11e journée, le gym est 6e. Et messieurs, je vous propose qu'on prenne eh bien, la semaine un peu dans la chronologie des événements. Dans un premier temps, avec ce match de Twente, Romain, il y avait énormément d'attentes autour de cette rencontre. Effectivement, on l'a dit, match décisif pour l'issue de la phase de championnat de cette Europa League. Pas mal de turnover, on en reparlera, et surtout un gym qui a été transparent pendant 1 heure de jeu, et puis qui est revenu un peu des enfers suite à ces changements, à ces remplacements et à ce changement tactique opéré par Francaise, ce carton rouge de Diop. Enfin, c'était vraiment un scénario assez épique. Finalement, tu ne fais qu'un point. C'est une contre-performance au regard des attendus. Et on a vu pas mal de commentaires sur Twitter qui reprochaient un peu à Francaise on va dire ces choix-là au départ. Est-ce que pour toi, vraiment, il aurait pu faire autrement, à savoir faire démarrer ces trois devant et puis à la limite les faire souffler en fonction du scénario du match? Oh bah, oui, il aurait pu faire autrement, mais après, contre Lille, tu fais comment? En fait, c'est juste, bah voilà, si tu fais pas tourner contre Twente, t'es obligé de faire tourner contre Lille. Enfin, pas obligé, mais c'est très dur de jouer 3 jours après. Donc, on avait 48 heures de moins de repos que Lille. Le fait de jouer un jeudi, en fait, c'est la merde. De jouer 3 jours après en championnat, tu es obligé de faire tourner sur un des deux matchs. Donc, oui, la Coupe d'Europe, c'est important. Mais après, quand même, quand tu regardes la ligne d'attaque que tu proposes, c'est pas déconnant, quoi. Diop, Moukoko, Laborde. Certes, bah voilà, Moukoko, on sait qu'il est pas en confiance, mais quand même, quoi, c'est pas dégueulasse. Moi, je trouve que le problème, il vient pas forcément de là. Il vient du fait qu'au milieu de terrain, et j'arrête pas de le répéter dans cette émission, c'est ton poumon, c'est le cœur de ton équipe. Et le vrai problème, c'est que tu commences avec Ndombele qui est loin d'être à 100%, et tu mets un petit jeune, Camara, et qu'est-ce que ça, c'est pas de la faute de Hez, hein. Malheureusement, Rosario carton rouge, Boudaoui blessé, Sanson blessé. Donc pour moi, le jour où tu as tes 4 milieux qui seront présents et qui seront opérationnels, ce sera, on aura une autre vision, moi je pense. Parce que bah, il pourra faire tourner, même pendant les matchs, il pourra faire souffler et ne pas perdre en qualité. Là, dès qu'il est obligé de composer, on perd en qualité. Donc, non, moi je trouve que enfin, voilà, moi je trouve que c'était pas incohérent de faire ces changements. Sky, ce match-là, finalement, on se dit que c'est dommage au vu de notre on va dire, dernière demi-heure qui nous laisse quand même des regrets. Pas malheureux au vu du scénario aussi, parce que tu es quand même mené 2-0, tu reviens à 2-2, mais tu te dis quand même que si le match dure 5-6 minutes de plus, tu as peut-être, on va dire, une opportunité de remporter ce match. Frustrant pour toi pour autant ou pas? Après, Twente, il touche 3 fois du bois, je crois aussi quand même. Donc on va s'estimer vraiment heureux de rapporter le match nul, considérant le scénario. Euh, pff, Frustrant, oui, parce que ben, tu t'es pas censé lâcher des points à la maison face à Twente, hein, qui est pas non plus, enfin bon, immense respect pour ce club, mais qui est pas non plus beaucoup plus en avant que nous sur la scène européenne, et tu compares les effectifs, normalement, tu es quand même censé être favori à la maison. Bah, c'est dommage, il faudra aller chercher les 2 points que tu perds ailleurs sur les derniers matchs en Europa League si tu veux espérer décoller de ta glorieuse 31e place dans ce championnat-là.
Après, moi, autant je souscris à ce que dit Romain sur le fait que bah, le milieu de terrain, tu te tirais un peu une balle dans le pied déjà avec ça. Que l'attaque, certes, c'était turnover complet, mais bon, les noms que tu alignes, quand même, je pense qu'il y a pas mal d'années où on se serait crevé les yeux pour espérer les avoir dans notre effectif. Donc, on va pas non plus cracher dessus. Voilà. Après, Hez fait ce qu'il peut avec le turnover de l'effectif, les blessés. Moi, ce qui m'a davantage dérangé face à Twente, c'est pas tant le niveau, c'est l'implication qu'ont mis les joueurs, hein. Parce que, voilà, encore une fois, ils sont pas tous mauvais. C'est pas des joueurs qui, normalement, doivent se faire manger sur la scène en Europa League. Et en fait, t'as l'impression que dès qu'il y a eu un pépin dans la machine, il y avait plus personne, c'était panique à bord. Et moi, c'est ce qui me dérange avec cette équipe en Coupe d'Europe, c'est qu'elle met pas l'implication. Je sais pas, on peut citer Brest hein, comme excellent exemple d'une équipe qui est pas la plus talentueuse, mais qui est à 100% de ses moyens pendant tous ces matchs de Coupe d'Europe et à un niveau supplémentaire en plus. Donc autant je peux facilement pardonner qu'on soit moins bon techniquement, qu'il y ait moins d'automatisme quand tu fais du turnover, ça c'est normal, surtout qu'on est qu'au mois de novembre, il y a plein de joueurs qui apprennent à jouer ensemble, et je pense notamment à Laborde qui reprend à peine là ces dernières semaines. Mais par contre, tue-toi sur le terrain. Je veux dire, ce que tu as été capable de faire dans la dernière demi-heure, pour moi, c'est pas une différence technique, c'est que tu as eu envie de renverser le match. Et ce qui m'inquiète, c'est que tu n'as pas eu envie de le faire avant, en réalité. Moi, c'est plutôt là-dessus que la frustration se situe. Et en plus de ça, tu as prouvé que tu étais capable de le faire deux fois dans la même semaine. Parce qu'à Lille, tu certes pas mené 2-0, mais tu es mené deux fois au score. Et tu es capable d'aller rechercher les ressources jusqu'à la dernière minute pour égaliser. Donc ça serait bien qu'on arrête d'être à réaction. Mais alors ça, on le dit tous les ans. Donc je ne sais pas où se situe le problème. Parce que bon, les joueurs, les entraîneurs passent et on est toujours une équipe à réaction. Donc bon, voilà. C'est peut-être nouvel ADN du club, je sais pas. Romain, est-ce que justement c'est un blocage mental? C'est vrai que j'ai le souvenir de S qui en parlait avant un match, je crois que c'est d'ailleurs juste avant le match de Monaco, qui disait que bon, il y avait toujours cette recherche, on va dire, de stabilité, de régularité, mais il y avait aussi ce besoin pour les joueurs de croire en leur potentiel, de croire en ce qu'ils sont capables de faire, mais sur un temps donné. Ça rejoint un peu ce que dit Sky dans le sens où cette équipe, elle est capable de le faire. Maintenant, est-ce qu'elle se donne les moyens aussi mentaux pour accepter se faire mal? Voilà. Et finalement, elle s'est faite mal sur une partie des matchs de cette semaine. Et on voit qu'elle a de la ressource et qu'elle a du talent. Mais c'est dommage voilà, d'être à réaction encore une fois, même si effectivement ça rend les matchs épiques, avec des émotions. Le but de Loucher hier à la dernière seconde, je pense qu'on a tous exulté. Euh, il y a du progrès à faire, mais toi, ça se situe où? Tu parles, toi, physique par rapport au milieu de terrain, mais est-ce qu'il y a aussi mental pour toi? Bah, c'est obligatoire de pointer le mental parce que, comme dit Sky, le fait que il y ait un 11 qui soit aligné contre Twente et ce manque d'envie, ce manque d'agressivité, ce manque de tout en fait. Et je veux bien que c'est clair, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, mais comme il dit, au bout d'un moment, justement, enfin, je sais pas, tes compétiteurs, tu as envie de gagner ta place et montre-le sur le terrain. Et aujourd'hui, enfin, contre Twente, t'es un Laborde, bon, Diop, on va dire encore, ça va, pas trop est fou, mais bon. Mais un Moukoko, moi j'en ai beaucoup à Moukoko. Certes, c'est un jeune joueur, etc. Mais il doit montrer plus. Donc après, c'est bien beau, mais j'ai l'impression qu'on est le seul club en France où à chaque fois on pointe le mental, le mental, le mental. Et en Coupe d'Europe, enfin, j'arrive même pas à comprendre comment on peut parler de mental, quoi. Je vais encore reprendre le même argument, mais c'est clair. Brest, Brest, c'est fou ce qu'ils font. C'est fou. Et quand tu vois leur match, c'est pas déconnant, quoi. Ils méritent leurs points depuis le début. Je suis désolé, ils les volent pas. Et pourtant, ils n'ont pas plus de qualité. Je le disais dans ton émission avant qu'on rencontre Brest. Leur 11, je comprends pas où ils vont chercher cette qualité. Je j'arrive pas à comprendre. Donc, ouais, mental, bah, je comprends pas. Ouais, si c'est mental, j'arrive pas à comprendre pourquoi à Nice, on n'arrive pas à faire un parcours comme peut le faire un Marseille. Enfin, Marseille, quand ils sont en Coupe d'Europe, ils ont beau être à chier en championnat. Je sais pas, il y a un truc qui se déploie en eux, ils arrivent à être compétitifs en Coupe d'Europe. Nous, on n'arrive même pas à être
semi-compétitif, quoi. Donc, je sais pas, ouais, c'est l'ADN du club de jamais performer en Coupe d'Europe. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Donc, ouais, on va dire que c'est du mental, mais d'après moi, il y a autre chose, c'est pas possible. J'avais vu la stat passer, je crois que ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas gagné en Europe. Il semblerait que le dernier match qu'on ait gagné, c'était, si je dis pas de bêtises, Sheriff Tiraspol avant Bâle en Conference League. Donc bon, Yay. C'est fou. voilà, donc on va pas revenir sur ce qui s'est passé contre Bâle, hein, ça vaut pas le coup. Mais je rejoins complètement vos Non. arguments sur Brest, d'autant plus que jusqu'à hier et leur défaite contre Montpellier, ils arrivaient à enchaîner en championnat. Donc c'est dire que bon, il y avait cette cohérence aussi collective qui leur permettait voilà, d'assurer autant en Europe qu'en championnat. Bon, on verra, on tirera les conclusions si effectivement Nice n'arrive pas à se réveiller en Europe, hein, parce qu'il reste encore des matchs. Hein. Il reste encore 4 matchs, si je ne dis pas de bêtises, à aller chercher. 2 en 2024 et 2 en 2025. Donc, mine de rien, cette nouvelle formule te permet quand même, bon, on verra, mais de griller un peu plus de cartouches que dans une autre, dans la compétition qu'on connaît classiquement. Vous parlez du milieu de terrain. Isaga Kamara donc, a fait ses débuts en tant que titulaire. Il avait joué 2-3 minutes enfin un peu plus en début de saison contre Auxerre. Euh, Sky, rugueux, présent Ouais. physiquement, peut prendre rouge clairement sur cette première mi-temps parce que bon, il prend jaune et puis derrière, enfin bref, je pense de l'énergie à canaliser. Mais en tout cas, j'ai trouvé, moi, de mon point de vue, déjà rassurant sur le fait qu'il soit prêt. Mine de rien, c'est lui qui réagit après l'ouverture du score en mettant cette frappe juste au-dessus. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ah, je peux pas d'un côté déplorer le manque d'implication de l'équipe globalement dans une rencontre européenne et taper sur Camara pour ça. Donc bien sûr que pour un très jeune joueur, une première titu, il a pris ses responsabilités, il était présent dans l'engagement physique, il a sonné la révolte sur cette belle frappe aussi, comme tu le dis, et c'est à souligner, hein, il s'est pas caché, il s'est pas liquéfié comme des joueurs beaucoup plus expérimentés que lui autour de lui. Donc c'est positif, on va dire, dans l'attitude, dans le comportement. Sur les 45 minutes qu'on a vues, ça n'avait pas l'air d'être emmerdé ballon au pied non plus. Donc voilà, c'est à souligner, même si c'est trop peu, évidemment, pour se faire un véritable avis. Par contre, si sort à la mi-temps, c'est pas pour rien, c'est que c'est déjà un miracle qu'il sorte pas avec un carton rouge à ce moment-là. Et ça va falloir qu'il le corrige s'il veut avoir un quelconque avenir au plus haut niveau. Si je dis pas de bêtises, et Romain me corrigera auquel cas, mais en plus de ça, son engagement rugueux, ça a valu quelques blessures à ses coéquipiers aux entraînements, ou quelques frayeurs, si c'est pas même pas des blessures. Donc bon, c'est tant mieux hein, s'il est fougueux, et nous on aime les joueurs combatifs, rugueux, tout ça. Et en plus que, comme je dis, ça a pas l'air ça a pas l'air juste d'être un bourrin, il a l'air d'avoir quelque chose balle au pied. Mais ouais, il y a une grosse marge d'amélioration s'il veut espérer gratter des minutes parce que au milieu de terrain, une fois qu'on aura récupéré peut-être nos blessés, ça va être embouteillé aussi. Il va falloir vraiment monter son niveau pour revoir le terrain. Moi, je crois que Sanson le remercie. Ah, Oui, voilà. Je voulais pas, je voulais pas c'est faire de name dropping, c'est mais Camara bon, c'est voilà. Camara qui pète Sanson. Ouais, Oh Ouais. non. ouais. Un Et ce qui est tacle. incroyable, c'est que du coup, il gratte son temps de jeu, le temps de jeu au match d'après parce qu'il a blessé son son. Bon, sans être complotiste, Oh, la récompense, elle est déjà pas terrible. C'est le bon, bah t'as blessé le nivellement, titulaire, c'est toi qui joues. le Ok. nivellement par le bas, tu sais, t'as l'impression que c'est à l'époque des attaquants de Galtier, c'était qui le moins pire des attaquants va C'est jouer, ça. quoi. Le premier qui bouge, il perd, hein. C'est voilà. Non, Romain, peut-être un mot sur Camara si tu voulais ajouter quelque chose. Non, bah, il a tout dit. Moi, j'ai bien aimé parce que il a amené de la fraîcheur. Il a amené. Après, c'est sûr qu'il faut qu'il se canalise, le jeune, hein. Mais après, si si les 11 joueurs, enfin les 10 autres, avaient eu l'envie et avaient mis autant d'engagement, euh, je pense qu'il y aurait eu une autre issue. Bon, peut-être qu'on finissait le match à 9, mais au moins il y aurait eu une autre issue. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est que le mec, donc bon, ça fait pas longtemps qu'il est au club, je crois que j'ai vu passer, en fait, il est arrivé l'année dernière, je crois. Et en fait, quand il parlait à tout le monde,
Au bout d'un moment, il a engueulé Moukoko. Donc, je suis pas sûr que ça l'aide à bien à retrouver ses esprits, à ce jeune. Mais en fait, il parlait avec tout le monde. Il a pas peur, quoi. Pour un premier match pour un jeune, j'ai trouvé ça fou. Il engueule Moukoko, ils disent à Louché au bout d'un moment quoi faire. Enfin, j'ai trouvé ça De la quand même personnalité. assez, ouais, 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 assez intéressant. Donc, je pense que c'est un jeune qui demande qu'à grandir. Et le jour où il arrivera à se canaliser, euh, bah voilà, mais après, comme dit Sky, c'est trop peu dans ce qu'on a Mm. vu, 45 minutes. Mais en tout cas, ouais, je trouve ça encourageant et je préfère ce genre de mentalité à, voilà, foncer un peu tête baissée voilà, pour ses débuts et tout. Enfin, tu sens le mec qui est conscient qu'il a des capacités. Et lui, par contre, le jour où il aura vraiment sa chance, il va pas la laisser passer. Et voilà. Mais en tout cas, je trouve que voilà, c'est un bon jeune et faut qu'il tempère. On le rappelle, il faisait partie de la sélection de la Guinée olympique cet été pour les Jeux olympiques. Alors il avait peu joué, mais quand même, alors qu'il n'avait pas encore fait de mémoire de groupe pro, il avait peut-être fait une prépa avec le gym, mais voilà, un joueur à surveiller. Sur ce match de Twente, les gars, on va également parler, et ça va être un peu pas le fil rouge, mais il y aura une continuité malheureuse avec le match de Lille. Le deuxième but, encaissé, avec un Youssouf bien de retour dans le 11 en tant que défenseur central. Il était de retour à Brest au milieu de terrain. Qui était une demande aussi, enfin j'avais lu de beaucoup sur Twitter parce qu'on ne sait pas exactement, et je pense qu'après ces deux matchs on ne sait pas exactement où est sa place, peut-être d'ailleurs sur le banc, hein, qui sait. Euh, Bah, si, on sait, hein, bah, en tout cas, on sait où elle est pas. Mais bon, vas-y, pardon. En tout cas, voilà, tu as ce deuxième but encaissé où il se fait totalement enrhumer d'une naïveté incroyable. Et puis ce but encaissé aussi hier où il n'est pas seul responsable, mais très naïf là aussi sur le fait de ne pas avoir anticipé la course d'un joueur qui allait plus vite que lui. Ça a entraîné le replacement également de Bombito axe droit hier après-midi pour terminer la mi-temps. Le soldat Youssouf est en délicatesse et moi j'avais envie d'en parler parce que ça me gêne de voir un joueur qui déjà n'est pas bon, voilà, qui fait des erreurs. On l'avait dit lors du débrief de Marseille Sky, bon début de saison mais malgré tout auteur de bourde assez lunaire et qui en plus de ça porte le brassard. Voilà, ce joueur ne me rassure pas derrière, n'est pas bon sur les dernières semaines et ne me dégage rien du tout en tant que capitaine. Hier, j'aurais préféré qu'un Pablo Rosario, qui incarne un peu plus l'idée qu'on se fait d'un capitaine à l'OGC Nice, prenne le brassard. Donc voilà, j'avais envie d'en parler parce que sur les deux matchs cette semaine, bah, elle m'a pas du tout rassuré. Sky, si tu veux donner ton avis. Ça date pas des dommages de cette semaine, hein. C'est Youssouf, il surfe toujours sur son arrivée, ses premiers mois, mais alors depuis, ni capable de s'imposer dans le 11, que ce soit sportivement ou physiquement, avec ses nombreux pépins physiques. Sa place, c'est pas en défense. Il peut jouer comme simili libéraux dépanner quand on avait Dante et Todibo autour de lui et un bloc bas parce qu'il servait de piston et pouvait monter au milieu, c'était intéressant. Là, on est dans une défense qui est quand même beaucoup plus haute et beaucoup moins sécurisée. Et effectivement, il est quand même aussi entouré de joueurs qui le couvrent forcément moins qu'un Dante, par exemple. Bah, on s'aperçoit des limites qu'il peut avoir à ce poste-là. Donc, pour moi, dans le système actuel de Francaise et dans le jeu, même indépendamment de la question si c'est 3 ou 4 derrière, hein, mais dans la façon de jouer de Francaise, c'est hors de question de le revoir en défense centrale. Je pense que je préfère même un Pablo Rosario à ce poste-là. Au milieu de terrain, pourquoi pas. En double pivot, je suis même pas sûr. Je pense que sa meilleure place, ça serait dans un milieu à 3. Si sa meilleure place, c'est pas carrément sur le banc, parce que bah, vraiment, c'est un joueur dont le niveau décline depuis qu'il est arrivé. D'ailleurs, j'en profite, mais bon, ça c'est petite revanche perso, hein, mais merci Ghisolfi, hein, 45 millions sur Mofi et sur Youssouf, hein, bon, voilà, moi je Lemina, peux comprendre qu'Ineos veuille plus.
Oui, oui, enfin voilà et en plus on a fait partir Mario Lemina, pour faire venir enfin bon bref, hein, passons, mais je suis un vieux rageux, je le sais, mais faut pas s'étonner qu'Ineos veuille plus mettre de thunes après. Très clairement, si tu dépenses mon argent comme ça, je pense que je te tabasse jusqu'à ce que tu rembourses, au dernier centime, hein. Blague à part, voilà, pour moi, c'est un joueur qui, ne justifie plus sportivement, l'importance qu'il peut avoir et on parlait d'importance, tu fais le lien avec le fait qu'il était capitaine. Ça, c'est un scandale. Après, la gestion du brassard de capitaine à Nice, depuis des années, c'est n'importe quoi. Il y a le totémique Dante qui, le mérite, en tout cas, même si je sais qu'il y a des débats là-dessus, parfois. Mais en fait, très clairement, des joueurs qui pourraient porter le brassard à Nice, il y en a peut-être, 1,5 ou 2 maximum et voilà, c'est même pas forcément des joueurs, je pense à Pablo Rosario, qui sont totalement indispensables sportivement. Bon, là, ils le sont, mais c'est peut-être aussi une source d'inquiétude de se dire, bah, si c'est, Youssouf, le mec qui joue jamais et pas très bien et on sait pas à quel poste qui est censé, prendre la parole quand ça va pas, bah, tu peux peut-être expliquer les problèmes, d'investissement et les problèmes mentaux que tu as dans ce groupe-là. Enfin, peut-être que je fais un lien un peu trop rapide, mais voilà, ça manque peut-être aussi de caractère et de responsabilité dans cette équipe. En tout cas, voilà, autant Youssouf, je veux bien le revoir sur le terrain dans des meilleures dispositions physiques et tactiques, autant avec le brassard, faut pas déconner. Francky, là, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais et non, en fait. Très clairement, plus. Romain, donc bon, tu vas nous donner ton avis sur Youssouf, mais moi, ce qui m'a quand même perturbé, hein, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur le brassard, la légitimité, etc., c'est le côté physique. Entre Twente et Lille, la caravane, quoi. La caravane, c'est-à-dire que bon, alors après, on peut se dire, oui, axe droit, c'est pas très inspiré parce que justement, il peut pas compenser par la vitesse, etc. Il faut plutôt le mettre dans l'axe. Bon, je sais pas, peut-être que le positionnement est à revoir, mais moi, je trouve que ça fait quand même beaucoup pour un joueur qui, depuis son arrivée, est constamment blessé. Il revient sa première année en janvier 2023, il fait 10 matchs plutôt convaincants, il se pète, on ne le voit plus de la saison. L'année dernière, il se blesse ou pas, il était sans doute en litige avec Farioli, avec voilà l'épisode du but contre Montpellier. Il revient à Strasbourg l'année dernière en surpoids catastrophique, il sort à la mi-temps. Et là, cette année, vice-capitaine, on ne sait pas trop comment ni pourquoi. Il sort blessé contre Paris, il revient comme ça. J'ai des doutes. Voilà, j'ai des doutes. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, déjà sur Youssouf, moi comme je l'ai dit hier, j'arrive pas à m'identifier, à mon équipe en voyant Youssouf capitaine. Voilà, pour moi ça colle pas. Il y a trop de petits trucs qui font que, non, j'ai pas envie de voir, Youssouf capitaine. Après sur ses perfs, on est d'accord, de toute manière, moi il m'a jamais plu en défense centrale. Donc en plus hier quand ils sont passés à 2, j'ai eu trop peur. Mais à 3, à 3, à 2, enfin n'importe quand, j'ai plus envie de le revoir, en défense centrale. Mais après au niveau de ses perfs, voilà, c'est un peu plat quoi, phase descendante pour moi. J'ai trouvé qu'il avait fait un bon match à Brest, enfin solide, costaud et c'est pour ça que pour moi clairement, au milieu de terrain, bon en double pivot, je pense qu'il peut aider. Mais après ouais, il a aucune vision au niveau du jeu. Ouais, comme tu dis, il a un peu la caravane quand même et moi ce qui me dérange fortement, c'est que hier sur le terrain, il a merde, un langage du corps, heu, Mmh. ce qui peut ne pas être apprécié par ses coéquipiers. Parce que quand il y en a un qui loupe une passe ou quoi, la façon dont il lui dit les choses et comment il le regarde, comment il lui montre qu'il a fait une boulette, moi moi au bout d'un moment, je suis son coéquipier, au bout d'un moment, je lui dis: «Vas-y ferme-la, tu as vu la boulette que tu viens de faire? Vas-y, monte-la. Et Monte-la c'est ton jusqu'à la fin du capitaine, match». hein, donc tu une responsabilité supplémentaire, envers tes coéquipiers normalement, hein, donc Exactement et moi c'est vraiment ça qui m'a déplu en
En plus de sa boulette et du fait que, même contre Twente, cette passivité défensive à se prendre le petit pont et comme il défend, c'est pas possible pour un défenseur central de défendre comme ça. Mais, mais voilà, moi ce que je n'aime pas, c'est la façon dont il a de communiquer avec ses coéquipiers. Quand tu es loin d'être irréprochable, heu, je sais pas. Pour moi, Tmer, il a pas la légitimité pour être capitaine, ce mec et la façon dont il communique, voilà, ça me dérange. Soldat Youssouf, en difficulté, on va voir comment se passent les prochaines semaines, mais en tout cas, je te rejoins, Sky, sur le fait que est-ce que le problème c'est Youssouf ou est-ce que le problème c'est qu'on est en manque de leader, on va dire charismatique, Ouais, capable, bon. capable de porter le brassard. Bon, c'est peut-être deux problèmes, hein. Alors, on est en manque de joueurs capables de porter le brassard, et ça, je pense que ça doit faire 3 ans qu'on le dit dans ton émission. De toute façon, c'est pas d'aujourd'hui. Mais oui, enfin, il y avait quand même d'autres solutions, même si c'est pas idéal. Bulka le mérite davantage, même s'il y aura peut-être un petit dossier Bulka à ouvrir un moment donné, d'après ce que tu me disais en off. Même un joueur qui est, bon, vous savez que je suis pas objectif dessus, mais qui est forcément limité, mais même un Melvin Barr, pour moi, a quand même plus de légitimité à porter le brassard quand il s'agit de dépanner sur un match qu'un Youssouf. Enfin, voilà, et je peux peut-être encore en trouver un autre, mais bon, enfin, que ce soit des joueurs qui soient un minimum indiscutables sur le terrain, bah, Rosario en tête, hein, aussi, même si il gratte du temps de jeu parce qu'il y a des blessures au milieu de terrain, mais voilà, il a la légitimité, le langage corporel, comme disait Romain, l'ancienneté, autre chose que voilà, et la régularité tout autre que Youssouf, je pense, pour voilà. Après, on n'est pas dans le vestiaire. Hmm. Hein, ça, on est aussi limité en tant qu'observateur extérieur. On n'est pas dans le vestiaire. Peut-être que Youssouf a une place importante dans le huis clos du vestiaire auprès de ses coéquipiers. Je serais surpris, mais à la fois, j'en sais rien. Donc voilà. Mais je pense que bon, il y a quand même deux, trois autres joueurs qui auraient été des choix plus inspirés. Après, si c'est que pour un match, voilà, c'est un Je, détail et c'est pas ça qui influe sur le résultat nécessairement non plus. je vais peut-être en choquer certains, mais là on parlait de brassard spontané, etc. Vu la mentalité qu'il a sur les dernières semaines, le pressing, le fait de vouloir jouer et de se donner sur le terrain comme jamais on l'a vu chez nous, Sofiane Diop, bah moi je suis désolé, enfin en termes tu vois, tu parlais Romain de langage corporel sur la pelouse, de leader technique qu'il tend à devenir dans ce collectif-là. Bah voilà, je trouve que voilà, on est un peu schizophrène par moment Mais sur certains cas de joueurs où bah, on pardonne ou on oublie volontairement parce que c'est tel ou tel joueur. Romain, tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, je voulais juste dire que, non, ce que disait, Sky tout à l'heure, Rosario pour moi, ça aurait dû être le vice-capitaine. De par son ancienneté, de par sa mentalité et de par, ce qu'il montre sur le terrain. Certes, des fois, il peut être énervant parce qu'il a des fois techniquement, il est peut-être un peu limité, mais dans l'engagement, il triche jamais et c'est le mec qui tu sens qu'il veut tout le temps gagner. Tout le monde le dit aux entraînements, il triche pour gagner et cette mentalité, je pense que c'est voilà, c'est la mentalité que doit avoir un capitaine à remettre son équipe dans les bons rails et pas à lui enfoncer la tête sous terre quand tu fais une connerie, quoi. Voilà. Un capitaine, c'est allez, ça va, allez, vas-y, remets-toi dedans. La prochaine, c'est pour toi et on le rentre dedans. Ah, vas-y, qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Vas-y, t'es relou. Enfin, tu toi, vois. tu, Donc, tu règles ça au vestiaire en rentrant après si t'as des trucs à te dire, hein, tu vois, pas sur le terrain. voilà, exactement. Mais sur le coup, voilà, t'es derrière ton équipe et voilà, t'es pas là pour dire ce qui va ou ce qui va pas. Il y a un entraîneur pour ça. Et voilà. Mais d'accord, c'était juste pour dire, voilà, d'accord pour le choix de Rosario. Pour moi, c'est le meilleur choix possible après Dante. Dante, justement, hier, n'a pas joué. Alors, j'avais recherché voilà, dans le détail. C'est la première fois depuis que Dante est à l'OGC Nice qu'il ne prend pas part à une rencontre sans être bien, blessé ou suspendu. Il a été sur le banc pendant 95 minutes.
Euh, Melvin Barr a pris sa place dans la charnière à 3 comme il l'avait fait lors du derby contre Monaco. Messieurs, déjà peut-être un petit mot sur cette gestion-là. Est-ce que finalement elle n'est pas logique au vu de ce qu'attend Francaise d'un défenseur axial gauche? Et est-ce que finalement, dans l'esprit, alors qu'on s'attendait peut-être avoir une transition avec un autre joueur, au vu de ce qu'attend Francaise d'un piston gauche, bah, Melvin Barr, alors le match d'hier ne va pas forcément le mettre en avant, mais dans l'esprit, dans le profil, est-ce que ça correspond pas plus à ce qu'attend Francaise de ce poste-là, Sky? Euh, Moi, je pense que c'est une connerie. Alors, autant je suis pour et depuis plusieurs saisons travailler la suite sur Dante avant qu'on se prenne le mur de la réalité et qu'on se rende compte qu'il est plus là et qu'on l'a pas remplacé. Ce qui, je pense, est le cas cette saison d'ailleurs, hein. On a déjà même pas vraiment remplacé, Todibo, hein. Donc, bon, ça, c'est un autre débat. Bombito. Je pense que du moment que tu le mets sur le. Hmm. Bombito. Bon. Oui, 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 sûrement. Du moment que tu ne décides de ne pas le faire jouer, je pense que c'est difficile de le faire rentrer en cours de jeu. Déjà, la défense centrale, historiquement, c'est pas trop un poste où tu fais des changements et où tu fais rentrer. Et en plus, Dante, je pense que malgré sa forme physique, je pense qu'il surpasse celle de nous trois cumulés. Peut-être un peu un diesel quand même. Donc le faire rentrer en cours de match, c'est peut-être pas le meilleur service à lui rendre. Mais vu les forces que tu as en présence, et pour le coup, c'est pas une critique pour Bombito non plus, qui lui est sur une marge de progression, très clairement. Mais alors, tu n'as pas aujourd'hui le matos en défense centrale pour te permettre de te passer de Dante. Et c'est dommage, c'est peut-être un problème, peut-être que ça ouvre d'autres questions pour le mercato à venir et surtout pour l'année prochaine. Mais tu te rends compte que là, tu as eu deux matchs compliqués en défense. Je peux pas vraiment te passer de lui. Alors après, est-ce qu'il y a une question de gestion physique? Est-ce qu'on arrive à tutoyer le max de la forme physique de notre capitaine et que c'était le moment de le mettre au repos? Sur le match juste avant la trêve, j'aurais un peu de mal à croire que c'est ça. Donc moi, je trouve que c'est peu inspiré de la part de Francaise, que le match lui a pas donné raison, que les performances de toute la défense globalement, on a ressenti l'absence de Dante, l'incarnation sur le terrain, le brassard encore dont on a parlé juste avant aussi. Voilà, donc autant dans l'idée de me dire qu'il va falloir qu'il y ait des matchs cette saison où on ne le voit pas, ça je suis d'accord. Par contre, là, en l'état actuel des forces en présence en défense et des performances individuelles et collectives de notre défense, je suis pas sûr qu'on ait le luxe de pouvoir s'en passer. Est-ce que finalement le changement tactique à la mi-temps, Romain ne donne pas raison au propos de Sky, à savoir tu rebascules à 4 derrière, tu fais sortir Melvin Barr et tu passes dans un système en 4-3-3, 4-2-3-1 avec justement une charnière Bombito Youssouf et Abdi latéral gauche? Moi, donner raison, le changement tactique, donner raison à Ez, oui. Après, c'est par rapport au cas Dante, il m'aurait pas dérangé à deux derrière ou à trois hier. Moi, je sais que Dante, apparemment, il a été préservé, mais préservé un match avant la trêve. J'ai dit j'ai eu la même réflexion que Sky, hein. J'ai dit, bah, c'est quand même bizarre de le préserver juste avant la trêve. Surtout que bah, il n'a pas de sélection nationale, quoi. Donc, je n'ai pas trop compris. Maintenant, maintenant, comme le dit Jean-Phil, on n'a pas de remplaçant de Dante. Aujourd'hui, Abdelmonem, ça vaut pas un Dante. Un Youssouf, ça vaut pas un Dante. Un Bar, ça vaut pas un Dante. Bar, oui, il peut dépanner, peut-être même pas sur des équipes, peut-être avec des joueurs plus rapides, qui jouent plus de transitions rapides. Mais bon, Dante, l'année dernière, quand même, avec Todibo, il tient la baraque, quoi. Et, Oh, mais et dans un une style de jeu situation. différent, Romain. Enfin là, Bon, après, certes, mais l'année dernière, on était souvent à trois derrière quand même. C'était en phase offensive où Youssouf y montait.
et il se mettait dans le milieu de terrain. Et Puis, sinon, on était quand puis même à. Dante, cette saison, il a tenu la baraque. Enfin, j'ai pas, Moi, arrêtez-moi si je, je me trompe, j'ai pas trop souvenir de quelque chose qu'on ait à lui reprocher sportivement, même avec le changement de système. Moi, je Donc, pense que c'est en lien avec le match de jeudi où, pour moi, il a été en souffrance sur la première mi-temps. ouais, mais bon, mais comme après, voilà, tous, hein. comme dit Romain, si il y a une question de le préserver physiquement, est-ce qu'il a eu les adducteurs qui ont un peu sifflé? Et ça, c'est une info que tu connais pas, à moins d'être dans le staff Mm. médical et t'as pas envie qu'il se pète pour 3 semaines. C'est possible hein, qu'il nous manque ça, mais moi, il n'y a pas d'explication sportive ou tactique, puisqu'on peut pas trop se permettre de se passer de Dante. Et d'ailleurs, le match l'a prouvé, encore une fois. Enfin, Ouais, parce que même les ressorties de derrière, hein, c'est quand t'as un Dante, c'est autre chose que. Ah, voilà, techniquement, tu peux rien lui enlever à Dante, hein. Il nous gave des fois sur ses longues transversales, qui fait beaucoup moins cette année, parce que c'est moins demandé. Mais après, dans les ressorties de balles, cette sérénité qu'il a et tout. Ah, voilà, moi je trouve que, en tout cas, si c'est par rapport au match de Twente, je trouve ça un peu dur. Voilà, parce que je trouve qu'il y en a d'autres qui auraient pu aussi passer à la trappe. Et, et même au niveau de l'équipe et tout, moi je suis pas fan, tu vois, de mettre son capitaine sur le banc alors que j'espère qu'il avait un petit souci physique. Mais s'il était vraiment à 100%, je trouve que c'est un mauvais signal à envoyer quand même au groupe. Voilà, moi je trouve que Dante, il mérite pas de ne pas jouer. Voilà, parce que depuis le début de la saison, je suis désolé, mais il est, pour moi, il est pas mauvais, quoi. Il fait ses matchs et voilà, donc D'au- pas trop compris. D'autant plus que le secteur défensif a été une nouvelle fois impacté avec les blessures de Antoine Mendy et de Mohamed Abdelmonem juste avant le match de Twente, on l'a pas dit, hein. Mais voilà, ça va être un peu le petit sujet qu'on va se réserver en fin d'émission, hein, parce que vous avez vu la stat sans doute sortir dans l'équipe. 21 des 24 joueurs de champ ont connu une blessure sur les 3 derniers mois. Terrible. Terrible cette stat. Alors il faudrait la comparer avec d'autres clubs pour voir si effectivement c'est quelque chose qui est présent, pas uniquement chez nous, mais vraiment elle est factuelle et elle fait très mal. Sur ce match-là, sur ces deux matchs, messieurs, il y a eu, donc on l'a dit, ce changement tactique qui a eu lieu donc à la mi-temps contre Lille et aux alentours de l'heure de jeu contre Twente. Euh, Déjà un plan B. On n'avait plus vu ça depuis le match de Auxerre en Coupe de France avec cette ligne de 3 derrière. Mais voilà, 4-3-3, 4-2-3-1, je pense que ça dépend aussi voilà, de l'animation. Mais Sky, déjà, ça fait du bien de voir un entraîneur peut-être qui fait moins preuve d'immobilisme tactique. Et puis finalement, ces deux changements-là, au cours de ces deux matchs-là, lui donnent raison, puisque derrière, il y a une réaction et puis voilà, deux défaites évitées. moi, je pense que c'est le minimum de la part d'un entraîneur de savoir jouer en deux ou trois systèmes tactiques et de savoir les adapter en fonction de l'adversaire et du scénario du match. Bah, alors, des fois, ça fonctionne pas, des fois, tu te trompes, des fois, face, à quelqu'un qui est plus inspiré que toi. Et bon, ça, c'est le jeu. Mais effectivement, après des années d'entraîneur qui avait un seul schéma et qui était prêt à mourir et à faire mourir d'ennui les supporters et les joueurs avec, c'est du bien de voir un entraîneur normal, on va dire, du coup. Après, est-ce que c'est le changement tactique en lui-même qui a apporté quelque chose de plus? Est-ce que c'est les entrants? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait un changement qui a un peu revitalisé ça? Je pense que ça serait intéressant de voir sur une durée un peu plus longue, mais bon, soyons factuels, hein, c'est ce qui nous rapporte 2 points cette semaine. Ça correspond, enfin, sur le papier, à mon petit niveau de supporter, je serais effectivement tenté de te dire qu'il y a quelques joueurs pour qui le 4-3-3 correspond mieux. Je pense à Jérémy Boga en premier lieu. Euh, Peut-être Sofiane Diop, même si j'ai encore un petit doute sur le poste auquel il pourrait s'épanouir davantage. Mais je pense que ça, on le saura quand il sera en capacité d'enchaîner les matchs. Et ça fait plaisir de le voir prendre des minutes, mais on est encore très très loin du chemin de la rédemption pour lui. Enfin, Buonanni aussi peut-être, même si je pense que pour Buonanni, le problème est bien ailleurs qu'un système tactique. Enfin voilà, je pense que c'est important de cultiver cette polyvalence. C'est comme ça que tu vas tirer le meilleur de ton effectif aussi. C'est peut-être comme ça que tu seras capable un jour, si tu as une hécatombe en défense ou si tu te rends compte que en fait,
personne n'est capable d'être au niveau suffisant, de repasser à 4 en cours de saison avec 2 défenseurs centraux. Enfin voilà, moi je pense que c'est très bien, c'est récompensé par des résultats, ce qui ne gâche rien, mais c'est à voir plus longtemps, je pense, dans la saison. Romain, qu'est-ce que tu as pensé de ces changements tactiques-là? Est-ce que tu considères que le système utilisé convient mieux à certains joueurs? Et est-ce que, voilà, tu attends peut-être d'en voir un peu plus, hein, ça je pense qu'on est d'accord, mais est-ce que tu verrais peut-être à l'avenir, dans les prochaines semaines, prochains mois, bah, une équipe finalement stabilisée dans une défense à 4 avec une structure en 4-3-3, 4-2-3-1, et puis voilà, on va dire ce 3-4-3 un peu oublié. Alors moi, pour répondre à ta première question, moi déjà j'ai beaucoup aimé hier, et puis même contre Twente, ces changements tactiques. Je crois qu'on lui avait reproché ça sur un match où il a tardé à faire un changement tactique. Je sais plus lequel c'est. Je sais plus. Ça me Ferencvaros. reviendra. Aussi, ouais. Ouais, ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Oui, il s'est trop entêté à 5 derrière. Mais hier, il le dit même hein, en conférence de presse, il était en 4-3-3, 4-2-3-1. Et après, il finit même le match en 4-4-2. Donc, il y a eu vraiment 3 schémas hier. Moi, j'adore hein, un entraîneur s'adapte au match, à la situation. Voilà, j'aime beaucoup. Mais par contre, là, quand je vois comme ça marche, il y a des fois où on est un peu en galère en défense centrale et je suis un peu déçu que des fois, ils ne s'adaptent pas à ces petites galères de joueurs et qui commencent pas le match par exemple à 4 derrière. Voilà, au lieu de vouloir inventer quelque chose, de commencer à 4 derrière quand on voit les résultats qu'il y a là. Peut-être que ça marchera pas, hein. Peut-être qu'on est performant à 4 derrière quand, bah, on a le besoin de ramener un score, d'aller au charbon. Mais c'est vrai que, voilà, ce serait bien que quand on a des petits pépins physiques, au lieu d'inventer quelque chose, être à 4 derrière, mettre un Diop, parce que Diop dans le cœur du jeu, moi j'ai il y a rares sont les matchs où je l'ai pas aimé. Soudigar, quand il était dans le cœur du jeu, je l'aimais beaucoup et sur un côté, j'aime pas, par contre. Donc ouais, ça fait plaisir parce qu'on parlait de Farioli, mais avant ça, il y avait Galtier quand même, hein. Donc et Galtier, il était pas adepte de changer son système de jeu. Donc écoute, pour moi, c'est un grand oui et si un jour il veut nous faire débuter à 4 derrière, c'est un grand oui aussi parce que, bah, voilà, ça montre tout son côté, pragmatique et adaptabilité face à l'adversaire et d'ailleurs, il dit un truc en conférence de presse, je savais pas, mais au tout début quand il a commencé à coacher, il jouait à 4 derrière. Donc il disait justement, «Là, vous me connaissez pas parce que vous dites que je suis, simplement un entraîneur à jouer à 5 derrière. J'ai commencé ma carrière en jouant à 4». Donc voilà, non, ça fait plaisir qu'enfin on puisse retourner des situations. Mais voilà, il va falloir se mettre dans le match un petit peu avant la 30e ou 35e minute de jeu quand même. Alors on est Je un pense que peu. la seule limite du pardon, je dis juste la seule limite du passage à 4, c'est peut-être l'utilisation des latéraux où tu as, Abdi Ouais, et Klose ouais, qui sont quand même extrêmement précieux dans la construction, offensive. Si tu passes à 4 derrière, ça t'amène c'est peut-être vrai. à repenser certaines choses, mais tu compenses peut-être avec, comme tu disais, si tu incorpores, Diop au milieu de terrain, tu as d'autres relais de ballon. Mais moi, c'est la seule interrogation que j'ai dessus, parce que sinon pour la défense centrale, ça me semble évident que 4 derrière, ça serait mieux. Pardon, Mmh. Mancho. Pas de souci. Bah, non, mais ce qui est bien, c'est que ça appuie finalement le deuxième but, appuie ce propos-là. Lorsqu'on voit que Klose se fait passer très facilement, trop facilement par son vis-à-vis, et que derrière, tu as ces approximations autant dans le placement défensif sur Benjamin André que sur le laxisme suite au poteau de l'ensemble de la défense qui permet à Bakker de reprendre ce but. C'est vrai que ça questionne. Non, non, je voulais juste te dire aux fans du regretté Farioli, hein, qu'il y a du cynisme un peu là dans l'air, hein, mais jetez un œil au classement et au début de saison de l'Ajax et vous verrez
que le problème ne vient pas forcément de l'entraîneur, mais peut-être du club dans lequel il était l'année dernière. Donc ce changement tactique a porté ses fruits. Moi, j'ai quand même l'impression que je ne serais pas d'avis de commencer directement à 4 derrière parce que c'est plus facile pour moi de passer de 5 derrière à 4 derrière au cours d'un match que l'inverse. C'est-à-dire que dans la configuration où Eze a l'habitude de, on va dire de jouer, je trouve il y a un effet de surprise qui permet aussi de déstabiliser l'adversaire. Et donc, je sais pas, mais tu commences à 4 derrière, tu repasses à 3 derrière, sur certaines phases on est à 5 derrière. Enfin, c'est un changement qui est plutôt défensif, même si les Pistons sont très très offensifs. Donc, c'est pour ça que je me pose cette question-là. Je voulais réagir. Idéalement, tu commences à 3 derrière, grâce à tes latéraux et ton jeu de transition, tu mènes 2-0. Et après, tu passes à 4 derrière, tu fournis ton milieu de terrain et tu joues un peu plus une possession. Voilà. Bon, alors ça veut dire, un, qu'on serait capable de mener 2-0, et deux, qu'on a un milieu de terrain capable de jouer la possession de balle. Et pour l'instant, on n'a vu aucun des deux, quasiment. Mais en théorie, je suis d'accord avec toi, c'est plutôt dans ce sens-là que ça devrait se passer. Bon. Après, on est qu'au mois de novembre. Ça a le temps d'arriver dans la saison. Une fois que tu auras récupéré toutes tes forces vives, je pense qu'au milieu de terrain, si demain tu as un Morgan Sanson qui est apte, déjà ça risque de changer beaucoup de choses, ou un Ndombele à 100% de ses moyens. Ou un Hicham Boudaoui, parce que je suis obligé de le placer une fois par émission, c'est dans mon contrat. Mais voilà. Ah, n'empêche, moi je trouve que Hicham Boudaoui, on a beau voilà, des fois le critiquer et tout, mais moi, sur un match comme hier, pour moi, je trouve qu'il aurait été tellement précieux. Parce que le mec est un mec. On capte pas la chance qu'on a d'avoir un Boudaoui et un Abdi. Enfin, si, on capte, mais des mecs qui arrivent à courir. Parce que je sais pas combien il court Abdi dans un match, hein. Mais d'après moi, c'est du 13 km. Mais, mais avoir des mecs pouvant tenir 90 minutes à faire des courses à haute intensité comme ça, pendant tout le match, c'est un bonheur dans une équipe. Et sur le match d'hier, un Boudaoui, franchement, il aurait quand même fait du bien par ses courses. Et d'ailleurs, on le voit avec Ndombele, hein. Moi, je trouve qu'il est moins performant s'il n'y a pas un Boudaoui à côté de lui. Reste à utiliser le ballon lorsqu'il a entre les pieds pour Boudaoui. Ouais, mais Non, c'est quoi, il a mais tellement Romain, d'activité. enfin, je suis désolé, mais on va revenir à un sujet clivant, sans doute, hein, mais moi je veux bien, hein, physique de marathonien, etc. Associé à Ndombele contre le Paris Saint-Germain, il n'y a aucun problème. Qui sortent les matchs comme ça, il n'y a aucun problème. Et je considère vraiment que là, dans ce registre-là, il est très fort parce qu'il est associé à un milieu de terrain avec une qualité technique au-dessus du lot et qui était à 100% à Ouais, ce moment-là. Mais dès lors, c'est valable dans l'autre cas aussi. ouais, mais d'accord, mais ça veut dire que les deux sont complémentaires. Ndombele, Mais dès qu'il s'agit de Boudaoui, par exemple, associé à un Rosario, on sait que Rosario, il va tu peux pas. pas. Oui, tu peux pas faire Mais ça. non, mais D'accord, mais ça, on est d'accord. non, mais moi j'attends quand même de Boudaoui qu'il aille. On nous le présente comme un joueur différent, d'accord, mais qu'il aille au-dessus de ce qu'il est capable de faire, puisque des fois il le fait. Je veux dire, c'est pas possible Mais si, d'envoyer des frappes comme il envoie des frappes. C'est pas possible de ne rien envoyer à 25-30 mètres. Tu vois, par exemple, c'est pas possible de faire si peu de stats pour ce joueur-là. Donc moi, je veux bien hein, qu'on dise ouais, Boudaoui, mais déjà qu'il soit fiable physiquement, et après on parlera de Ah oui, Boudaoui. ça tue. Mais si Boudaoui il était fiable physiquement et qu'il était constant dans ses performances, il serait au Borussia Dortmund, hein. Il serait pas à l'OGC Nice, hein, déjà. Enfin, voilà. Après, est-ce que c'est parce que lui a pas envie d'aller chercher plus haut ou parce que c'est un joueur qui est sur courant alternatif? Ça, on le saura peut-être à la fin de sa carrière. Mais voilà, enfin, Boudaoui a toujours été précieux quand il était bien accompagné au milieu de terrain. Pour moi, ça sera jamais un leader. Je pense qu'il n'a pas l'envie, le caractère. C'est sûr. Peut-être pas la stabilité pour ça non plus. Mais en attendant, dès que tu le fous dans un milieu à 2 ou à 3 bien entouré, le mec te bonifie ses coéquipiers et l'équipe. Voilà. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, je le citerai pas dans les brassards potentiels, alors que lui, pour le coup, il a l'ancienneté aussi plus que beaucoup d'autres pour y prétendre. Mais Ah, mais c'est pas c'est. ça c'est C'est pas le garçon pour ça. Mais par contre, quand il est là,
bah, c'est le premier que tu mets sur la feuille de match parce que tu sais qu'il fera pas un mauvais match et qu'il rendra ses coéquipiers meilleurs. Et Après, il te mettra C'est jamais la frappe qu'a mis Youssouf face à Montpellier. mais pour Ça, c'est moi, sûr. c'est des Mais bon. associations, Pancho. ouais, mais le constat que vous faites, les gars, et je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent comme vous, hein, et je suis peut-être pas dans le vrai, hein. Eh ben pour moi, c'est la limite de l'OGC Nice à l'heure actuelle. C'est de dépendre d'un mec comme Hichem Boudaoui. Voilà, c'est de se dire Je dis pas qu'on dépend d'un notre mec. milieu de terrain titulaire, c'est Hichem Boudaoui. Ah ben voilà. Ah ben d'accord, ben très bien, mais c'est notre Sinon, limite tu actuelle. dépends pas, tu dépends pas d'un mec. C'est en fait l'association. Pour moi, un Boudaoui Ndombele, c'est une très bonne association. Hmm. Boudaoui Rosario, très mauvaise association. Euh, Boudaoui Sanson, peut-être. Tu vois, Hmm, je hmm. sais pas. Mais en fait, c'est au niveau des associations. Boudaoui, en fait, il va te bonifier un Ndombele parce qu'un Ndombele va faire moins d'efforts défensifs avec un Boudaoui à côté de lui, parce que Boudaoui, il couvre énormément. Maintenant, oui, il peut faire plus offensivement, mais est-ce qu'on lui demande de couvrir déjà défensivement, d'amener des fois un surnombre devant et de pallier un peu le manque défensif de Ndombele, malgré qu'il soit bien présent hein, défensivement, mais le laisser plus aller vers l'avant? Voilà, c'est ça que je dis. Après, je dis pas qu'il est essentiel au jeu, mais je dis que dans des situations de match, euh, avec Ndombele, en tout cas, je trouve que l'association, elle est vraiment très, très, très bonne. Ah, Enfin, très intéressante, du moins. là-dessus, je te rejoins complètement, Romain, et on l'a vu en début de saison sur certains matchs. Trop peu d'ailleurs, parce que ensuite il se blesse, ensuite c'est Tanguy qui se blesse. Mais ce que je veux dire par là, et je m'excuse si je peux, comment dirais-je, être un peu virulent envers un joueur qui ne mérite pas peut-être ce traitement-là, mais pour moi il fait partie de ce genre de joueurs qui sont dans un confort à l'OGC Nice et qui voilà, ne progressent pas sous notre maillot. Voilà, c'est vrai, à sa décharge, plusieurs entraîneurs, plusieurs systèmes tactiques, plusieurs postes, on va pas refaire l'histoire, mais pour moi c'est un joueur voilà, qui stagne et qui ne se stabilise pas physiquement aussi avec bon nombre de blessures. À sa décharge Ah, aussi, ça il c'est avait certain. jamais autant enchaîné, je crois bien, avant sa blessure actuelle. On aura le temps d'en reparler quand même d'Hicham Boudaoui. Oui. Messieurs, un petit mot sur un joueur, ça faisait un bon moment qu'on l'avait pas vu rentrer. Victor Orakpo, hier après-midi, qui est rentré voilà, dans l'association avec Gaëtan Laborde devant. Il a joué combien? Il a joué peut-être 15-20 minutes grand maximum. Euh, Intéressante son entrée. Bon, j'ai noté euh, Orakpo qui passe tranquillement devant Moukoko dans la hiérarchie des numéro 9, peut-être un peu, peut-être un peu emballé là-dessus, mais quelque part, Sky, une entrée intéressante, un joueur qui a pesé et puis qui a eu un impact direct sur le jeu offensif de l'OGC Nice. Moi, à chaque fois qu'on a vu Victor Orakpo rentrer, j'ai trouvé ça très bien. Il manque peut-être qu'un but ou deux, hein. Il aurait peut-être pu participer au festival face à Saint-Etienne, par exemple. Ça aurait lancé sa carrière en pro à l'OGC Nice. Mais il y a le temps. Ses rentrées, elles sont, moi, je le trouve physiquement impressionnant. Et pas seulement parce que il est grand et qu'il est caisse, hein, mais en plus de ça, je trouve il est rapide et en fait, il est vraiment impressionnant balle au pied. Donc, moi, je trouve que sur le peu de minutes qu'on l'a vu jouer, ça m'a l'air d'être un attaquant complet et c'est vraiment impressionnant. Je sais pas trop ce qui lui manque encore pour passer le cap, peut-être un peu de temps aussi, hein. C'est un très très jeune joueur, hein, faut pas l'oublier. Et non, moi sur ce que j'ai vu de quelques-unes de ses apparitions, voilà, comment ne pas vouloir en voir plus? Et je pense que c'est déjà le meilleur compliment que tu puisses faire à un jeune joueur, c'est, bah, vouloir le revoir, encore et encore. Heu, c'est peut-être un peu compliqué vu notre situation en coupe d'Europe de lui donner des minutes et une titularisation. La coupe de France va arriver, ce sera peut-être l'occasion pour lui justement d'avoir une première titularisation. Quant à ce que tu as écrit, dans notre prompteur, sur, passer devant Moukoko dans la hiérarchie, alors là, du côté un peu caustique, bah, en fait, oui. Enfin, moi, je trouve que sur ce que les 2 joueurs ont montré, j'ai davantage envie de revoir Victor Orakpo que Youssoupha Moukoko et ça me crève le cœur de dire ça parce que, on était tous hypés pour l'arrivée de Moukoko. C'était un énorme coup. En plus, sur une formule de prêt, qui te sécurisait le fait de te dire, tu de voir, s'il allait, confirmer.
Mais bon, Moukoko, c'est certes un jeune joueur aussi, mais il a une autre expérience européenne et internationale qui devrait apporter, et force est de constater que pas du tout. Et dans l'investissement, je ne sais pas si physiquement c'est compliqué, s'il a eu peu de temps de jeu ces derniers mois et qu'il doit se remettre dans l'enchaînement des matchs ou quoi. Mais enfin, moi, je trouve que dans l'investissement dont il fait preuve et dans son efficacité devant le but, au final, bah, je me demande si je préfère pas voir Victor Orakpo, qui lui devrait normalement être avec nous dans les prochaines saisons, que Moukoko, si là rapidement avant on va dire la fin de la phase de championnat européenne n'a pas été capable de planter ses deux trois buts et de montrer pourquoi est-ce qu'on mettrait 20 millions sur lui à la fin d'année. Faut le débrancher et se dire bah tant pis, on va jouer sur nous l'avenir de l'OGC Nice, et c'est plutôt Victor Orakpo et encore plus Evan Guessant que Youssoufa Moukoko. On va pas rappeler les circonstances du deal autour de Youssoufa Moukoko, mais bon, c'était la période où on devait faire soit Mopé, soit Moukoko. Non, mais c'était un bon deal après, hein. Enfin, sur le Non, sur papier, le tu peux papier, c'est pas un. Et reprocher au puis, club de l'avoir fait. Après, bien sûr, peut-être que bien ça sûr. marchera pas, mais Non, mais voilà, faut pas, je vais pas réécrire l'histoire. C'est fou de se dire que tu attires Moukoko à l'OGC Nice en prêt. Après, si ça marche pas, voilà, ça, c'est la vérité du terrain. Après, heureusement, le sport n'est pas une science exacte. Prémopé, bon, c'est un contrat de 4 ans au bout, dans des circonstances salariales aussi différentes. Romain, sur Orakpo, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? C'est vrai qu'il est impressionnant physiquement. Euh, est-ce que finalement, ça ne rebattrait pas un peu les cartes dans, on va dire dans les rotations est-ce que tu est-ce que tu veux plus le voir finalement ce joueur? Hier, il rentre, j'ai l'impression un peu en soutien de la board. Je sais pas du terrain, enfin du stade, ce que vous en avez pensé, mais Mm. Ouais, c'était à peu près ça, hein. Mais non, il fait une bonne rentrée, volontaire. Il était présent physiquement. Il n'a pas hésité à garder le ballon. Enfin, non, franchement, une belle rentrée. Et comme le dit Jean-Phil, c'est mieux vaut avoir un Orakpo et préparer un Orakpo aux saisons futures plutôt que s'acharner avec un Moukoko qui, pour l'instant, n'y arrive pas. Donc peut-être que ça va venir. Mais, euh, mais là, je pense que, bah voilà, tu dis, ouais, Orakpo qui passe devant Moukoko. Mais je pense qu'après, c'est humain. Un entraîneur, il se dit, malgré les rumeurs qu'il y a du côté de Rennes, mais un entraîneur qui se dit, ouais, l'année prochaine, j'ai pas Moukoko. Par contre, j'ai Orakpo. Moukoko me donne pas satisfaction, il amène aucune plus-value quand il rentre ou quand il est titulaire. Bah, autant forger un Orakpo pour l'année prochaine et pour qu'il soit au fur et à mesure du temps plus présent dans le 11 et qu'il arrive à être une alternative, une très bonne alternative à, par exemple, un Guessant ou voilà, un neuf quoi. Donc moi, voilà, comme j'en suis, j'ai envie de le revoir, comme j'ai envie de revoir un Camara. Voilà, je trouve que on a fait tout un flanc au niveau de la formation, etc. À faire venir un mec ultra réputé. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, bah, tu as quelques joueurs, mine de rien, qui arrivent à pointer le bout de leur nez. Et comme quoi, bah, fallait pas tout jeter à la poubelle et virer tout le monde comme ça. Voilà, il y avait des choses qui fonctionnaient. et merci Ghisolfi pour Victor Orakpo. Euh, Messieurs, j'avais envie de parler eh bien, d'un joueur. Il y a une question qui a été posée sur Twitter à son sujet. Tom Louchet. Contre Twente, il démarre piston droit, il est recentré milieu de terrain en cours de match. Hier, il démarre au milieu de... Non, il ne démarre pas au milieu de terrain, il rentre à la place de Ndombele en cours de match. Prestation compliquée, je l'ai trouvé sur le deuxième but de Bakker extrêmement laxiste. Pas du tout en action, et puis absent totalement des débats. Et est-ce qu'on peut dire, Sky, que finalement le but salvateur en fin de match vient sauver un peu sa prestation, premier but de la saison? Pas évident à mettre aussi, hein.
Il est quand même assez décalé, il est sur son mauvais pied, une belle frappe. Et on a senti qu'il y avait ouais, dans sa réaction beaucoup d'émotions. On sent que voilà, ça venait de loin et qu'il avait peut-être des choses à prouver, ce jeune joueur. Oh, des choses à prouver, je sais pas, mais enfin bon, vu le scénario du match, t'égalises à la toute dernière seconde. En plus, tu fais bien de souligner, voilà, il se retourne, il frappe de son mauvais pied, faut arriver à cadrer la frappe déjà dans cette condition-là. T'as une forêt de jambes, enfin vraiment, elle est placée pile poil comme il faut avoir l'inspiration, faut prendre la responsabilité à la dernière minute de dire allez, je tente un geste plutôt que de te dire à mon rôle, essayer de la remettre dans le paquet ou je sais pas quoi. Bon, après, voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de souligner de positif sur son match. Le reste, tu l'as très bien dit sur sa semaine. Après, Tom Louchet, enfin, c'est un joueur qu'on apprécie parce que formé ou post-formé au club, parce que vraiment une envie de tous les instants. Je pense qu'il n'y a absolument rien à lui reprocher dans son investissement. Pour faire écho à ce qu'on disait sur Isiaga Camara et sur d'autres, je pense qu'à Nice, même si on est tous les trois pas de la même génération, mais à part vraiment les toutes dernières générations, on a appris à aimer ce club quand, enfin, fallait pas aimer le football pour aimer l'OGC Nice, hein. Donc en fait, nous, ce qu'on retient en premier des joueurs qu'on apprécie, c'est le fait qu'ils se dépouillent sur le terrain et on pardonnera à n'importe quel joueur d'être limité du moment qu'il se met le cul par terre plutôt que l'inverse, en l'occurrence. Enfin, moi, c'est ma vision perso de l'OGC Nice parce que voilà, je suis d'une génération où tu jouais la dernière place en D2. Donc, bon, forcément, j'ai l'habitude de dire que j'aime pas le foot, j'aime l'OGC Nice. Mais Boucher, j'ai du mal à dire que c'est un bon footballeur, hein. Il est pas mauvais, mais vraiment, moi, ce que je retiens, c'est son attitude, son investissement, son extrême polyvalence qui rend vraiment beaucoup de services dans un effectif, surtout quand tu as de nombreux blessés. De là te dire quel est son poste préférentiel, à la fois tout et à la fois aucun, et ça fait peut-être partie du problème, justement, parce qu'on en parlait un peu avant de lancer l'émission. Moi, je te disais que je le voyais vachement plus comme un joueur de côté, et toi, tu m'as dit, ben non, partout sauf sur le côté. J'ai dit, bon, bah voilà, déjà, enfin, peut-être Romain va pouvoir arbitrer entre nous, hein, mais c'est pas évident, et je suis pas sûr qu'il en ait un, et je pense que c'est peut-être ce qui est préjudiciable pour le fait qu'il pérennise enfin, son temps de jeu au plus haut niveau. C'était une question, avant de te donner la parole, Romain, un tweet de Pasta Finito, hein, que je salue, qui demandait justement pour l'émission si on pouvait donner notre avis sur le poste préférentiel. Romain, tu en penses quoi? Il a joué quasiment tous les postes, hein, piston gauche en Europe, piston droit également contre Monaco, qui est peut-être l'un de ses meilleurs matchs de la saison. Là, il est rebasculé au milieu de terrain, il avait également joué au milieu de terrain en Europe. Tu le vois où finalement, Tom Louchet, toi? Alors, c'est compliqué parce que je le vois pas à un poste, pour moi, doublure de Klose, c'est trop léger. Pour moi, dans le milieu de terrain, c'est beaucoup trop léger. Donc vu que c'est trop léger à droite, bah, je vais le dire à droite. Parce que pour moi, c'est moins c'est moins impactant, on va dire, d'avoir un joueur, moins qualitatif, on va dire, sur un côté, même si on sait que le système de Hez, ça joue beaucoup avec les pistons. Mais, une des qualités que je trouve à Loucher, c'est le fait que physiquement, alors non, au niveau endurance, hein, il est apte. Donc, redoubler les efforts sur son côté droit, il peut le faire. Par contre, au milieu de terrain, il est trop frêle. Je trouve qu'il est un tout petit peu limité techniquement. C'est pas comme un Rosario où techniquement, bon, il s'en sort, hein, Rosario, je vais pas dire qu'il est limité, mais comparé à d'autres, peut-être qu'il est moins fort techniquement, mais par contre, il va compenser physiquement par son gabarit, par, son impact. Loucher, il a trop peu d'impact pour jouer en milieu de terrain, en double pivot surtout, donc c'est pour ça que, à la limite, moi je le préfère, à droite, même si je trouve que même à droite, c'est trop léger, et sa rentrée d'hier, pour moi, elle est pas folle, quoi. Donc oui, il marque, son but, merci, il a fait lever tout un stade, il y a aucun problème. Mais après, il faut pas occulter aussi ce qui s'est passé avant, et avant, il a rien
il n'a pas amené grand-chose. Il n'a pas amené de stabilité au milieu de terrain. Il n'a pas amené ces passes, ce dépassement de fonction. Enfin bref, c'est une rentrée totalement neutre. Et malgré tout l'amour que j'ai pour ce jeune, enfin l'amour, c'est un jeune du club, etc. Donc on est obligé, enfin pas obligé, mais on Mmh. l'aime pour ça. Mais après, il faut être aussi lucide en disant que Loucher, il n'a pas le niveau pour être dans un club qui joue et qui vise l'Europe. Et je l'avais dit dans une de tes émissions, Loucher, pour moi, c'est le jour où il part de Nice, ce sera pour peut-être jouer dans une bonne équipe de Ligue 2. Mais pour moi, en Ligue 1, ça va être très très compliqué parce qu'il a des carences difficiles à combler. Il n'est pas rapide et il n'a pas tellement d'impact. Il va pas tellement à l'impact. Voilà, c'est ce qui le sauve, moi, c'est son côté volontaire et qui peut, redoubler les efforts. Mais voilà. Hmm. Bon, je vais trancher, hein, puisque j'arrive en troisième lame. Je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit. Le choix dans le roster de cette année, c'était de le mettre en doublure de Klose. Force est de constater que pour diverses raisons, je suis plus rassuré de voir un Mendy qui rentre piston droit que Loucher, même si les qualités des deux joueurs ne sont pas les mêmes. Mais moi, j'ai l'impression quand même que dans la configuration du milieu à 3 de l'année dernière de Farioli, c'était ce qui lui allait le mieux. Parce qu'il était protégé et parce que il pouvait aussi jouer un cran plus haut comme il avait fait à Montpellier en Coupe de France ou même contre Monaco lors du derby. Donc effectivement, on en parlait du changement tactique qui était bénéfique peut-être pour certains joueurs, Diop notamment, Boga qui pourrait un peu plus jouer proche de la ligne, peut-être Loucher également. Mais pour moi, suivant le développement et suivant sa fin d'année, ça va avoir un impact aussi sur le mercato hivernal. Parce qu'au-delà effectivement du fait qu'il soit polyvalent, il y a, comme tu le dis justement Romain, une affaire de niveau. Et à l'heure actuelle, j'ai pas l'impression qu'il soit au niveau d'une équipe qui joue sur trois tableaux, qui plus est titulaire. Bon, avec les absents, etc., il a des occasions de se mettre en avant. Mais si on lui enlève son but hier, c'est quand même très très compliqué. Après, Messieurs, si ouais, je vas-y, peux juste vas-y me Sky. me permettre de terminer sur Loucher, après tout dépend de ce qu'il veut faire dans sa carrière, hein. Nous, il nous a rien coûté, enfin virtuellement rien coûté. Je pense que niveau salaire, ça doit pas être non plus ce qui pose un problème. Je pense qu'entre l'avenir du foot français économiquement, notre avenir économique avec Ineos et le fait que c'est un joueur qui, à chaque fois qu'il est rentré, a quand même apporté quelque chose de positif par son envie d'aller vers l'avant. Je sais pas si on peut appeler ça son insouciance, mais en tout cas, voilà, ça reste quand même un joueur de foot qu'on aime voir et qui va provoquer des choses. C'est un très bon élément dans la rotation de l'effectif. C'est sûrement trop délicat aujourd'hui de l'imaginer comme titulaire, à part sur un match s'il y a une suspension ou un pépin. Par contre, pour ce qui t'a coûté en transfert, ce qui te coûte en salaire et en fonction, lui, de ses exigences par rapport à sa carrière, il peut aussi rester plusieurs années à faire des demi-heures par-ci, par-là, dépanner à tous les postes sur les côtés et au milieu de terrain. Il mettra peut-être ses 3-4 buts dans la saison, du coup, voilà, comme game changer en fin de rencontre. Et d'une ambition folle ni pour Nice, ni pour lui, mais en attendant, ça peut rendre de très bons services plutôt que de mettre du pognon sur un joueur qui sera pas nécessairement meilleur ou qui aura pas davantage de temps de jeu. Et voilà. Après, lui, qu'il préfère jouer 90 minutes par match et que du coup, il aille jouer le maintien en Ligue 1 ou jouer la montée en Ligue 2, c'est aussi un choix de carrière qui se respecte. Il faudra voir ce qu'il décide. Et puis voilà. Mais moi, c'est pas, il n'y a pas de question de est-ce qu'il faut faire partir Tom Loucher. C'est plutôt la question de est-ce que lui, il a envie de rester dans ce rôle-là ou est-ce qu'il pense qu'il peut prétendre à mieux. Non, ouais, je suis d'accord, ouais. Moi après, non plus, je veux pas le voir partir absolument, hein. Mais voilà, c'est ce qu'on disait, voilà, c'était trop frêle pour être un titulaire. Mais après, c'est vrai que C'est dans un sûr. groupe, il est pas dérangeant si justement il peut dépanner, à beaucoup de postes. Et après, il est pas cataclysmique non plus quand il rentre, quoi. Mais c'est vrai qu'il t'amène pas ce petit truc, peut-être en plus, mais voilà, par, son insouciance et son envie, des fois, il peut bien dépanner, c'est vrai. Il était prévu un sujet sur Marcin Bulka. Bon, c'est un sujet
qui est évoqué, on va dire, régulièrement dans cette émission. Pas spécialement envie de revenir dessus parce que j'ai l'impression qu'on dit la même chose semaine après semaine. Voilà, le premier but contre Lille, le premier but contre... non, le deuxième but contre Twente, pas irréprochable, encore une fois. Et également, voilà, dans l'attitude sur les réseaux, apparemment, voilà, il y a des problématiques qui vont Je pense au-delà. on risque de réagir dans l'émotion de ce qui s'est passé sur les réseaux en plus, donc Ouais, il n'y a pas forcément d'intérêt. Messieurs, juste ouais. avant de conclure, je vais juste vous demander votre joueur de la semaine. Alors, ça peut être négatif ou ça peut être positif, juste pour conclure. Qui vous a marqué et qui vous avez envie de sortir un peu du lot? On va commencer par toi, Romain. Non, moi, ça va être bizarre, mais je vais ressortir encore un joueur voilà, qui m'impressionne. Il n'a pas joué contre Twente, mais enfin, ou Twente, je sais pas comment on dit, mais moi, le match qu'il fait hier encore à Abdi, voilà, pour moi, c'est vraiment mais une énigme, ce joueur qui a 30 ans, il découvre la Ligue 1. Quand je vois les qualités qu'il a et hier, qu'il peut finir encore avec un but, l'activité. Il a quand même éteint, Zegrova. Donc quand on disait que défensivement, c'était pas fou, bah, écoute, pour l'instant, moi, je demande qu'à ce que ça reste pas fou, hein. Mais voilà, donc il a pas joué, jeudi, mais je suis obligé de mettre encore sa performance d'hier en lumière parce que c'est un joueur vraiment que j'adore et on parlait de caractère dans cette équipe. Lui, je pense qu'il en a à revendre et ça fait du bien. Sky, quel est ton joueur de la semaine Pour essayer de sortir de tous ceux qu'on a récompensés depuis le début de saison, je vais dire Sofiane Diop. Pas qu'il ait été irréprochable sur le terrain, sur les 2 matchs, loin de là. Mais bon, il a un peu enchaîné les minutes. Je trouve que dans l'attitude, ce qu'il montre, c'est surtout ça qui est positif. On a l'impression que lui, il a vraiment une revanche à prendre sur lui-même et sur son parcours à l'OGC Nice depuis qu'il est arrivé. C'est récompensé par un but aussi au passage. Donc voilà, j'ai envie de retenir. J'espère qu'en fait, c'est la première semaine de quelque chose de nouveau pour Sofiane Diop à l'OGC Nice, qui se retape bien pendant la trêve internationale et qu'il arrive, pourquoi pas, sur la dernière portion de l'année avant la trêve avec une ou deux titularisations, qui stat encore une ou deux passes ou but. Et voilà. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite, parce que c'est un joueur qui fait forcément débat par rapport à ses blessures, le coût de son transfert, tout ça. Mais voilà, essayons déjà de voir juste si c'est un joueur de foot qui est capable de s'imposer à l'OGC Nice. Le reste, à la limite, ça sera pas, voilà, ça sera plus notre problème. Trêve internationale approchant et puis sélection récoltée, je suis forcé de parler de Jonathan Klaus parce qu'on a été un peu, voilà, on juge, on va dire factuellement de certains matchs. Les derniers n'étaient pas bons. Son entrée contre Twente, son match d'hier, alors toujours défensivement, c'est du Klaus, hein, mais 2 passes D quand même sur les 2 matchs, décisifs. Et puis parce que mine de rien, rappelez-vous que sur les dernières années, à l'OGC Nice, on vivait sur les exploits de Youssef Attal qui étaient sur courant alternatif forcément liés aux blessures, mais qu'on avait un Jordan Lotomba. Voilà. Et je pense qu'il faut toujours se mouiller un peu la nuque chaque jour pour se rappeler qu'effectivement, pendant plusieurs années, on a eu ce type de profil. Messieurs, on va clôturer là-dessus. Trêve internationale oblige, novembre, horrible, voilà. Hein, pas merci le foot là-dessus. Mais nous, on se retrouvera eh bien, dans 15 jours, environ, un peu moins, pour le match de Strasbourg. Et puis ensuite, il y aura Glasgow Rangers, il y aura tout un tas de rendez-vous. Il y a Lyon aussi qui se profile, déplacement en Belgique pour l'Union Saint-Gilloise. Bref, plein de rendez-vous importants à suivre. Un grand merci, les gars, pour votre venue dans ce numéro-là, qui est donc disponible en vidéo sur YouTube, mais également sur les plateformes de podcast. Romain, Sky, à très vite. Merci à vous. Et puis la Bayeta. Merci, Sanissa. Ciao, ciao.